du spectre de l'autisme, diagnostic et prise en charge. On va commencer par les troubles du neurodéveloppement, puis on parlera du trouble du spectre de l'autisme, puis du diagnostic, des troubles associés et enfin des soins. Les troubles du neurodéveloppement, qu'est-ce que c'est? Ils se caractérisent par une perturbation du développement cognitif ou affectif de l'enfant qui entraîne un retentissement sur le fonctionnement social, scolaire et familial. Ils sont caractérisés par une émergence précoce au cours des premières années de développement. La sémiologie spécifique des troubles du neurodéveloppement est parfois très précoce et le plus souvent repérable au cours de la deuxième année de vie. Les troubles du neurodéveloppement forment un groupe hétérogène de pathologies neurodéveloppementales qui touchent différents secteurs du fonctionnement cérébral, socio-émotionnel, langagier, perceptif, moteur et exécutif. Voici le panel des troubles du neurodéveloppement. On y trouve le trouble du spectre de l'autisme, les troubles spécifiques de l'apprentissage, les troubles 10, les troubles moteurs, les troubles du développement intellectuel, donc retard de langue global de développement, les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de communication, dysphasie, troubles pragmatiques, voilà. Voilà tout le panel des troubles du neurodéveloppement. Maintenant, on va s'intéresser aux troubles du spectre de l'autisme. Alors, le trouble du spectre de l'autisme est un trouble du neurodéveloppement, comme je viens de le dire. Son diagnostic est clinique, c'est-à-dire que seule la sémiologie comportementale, des symptômes observés, est utile et nécessaire au diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Cette sémiologie résulte de l'atteinte de ces différents secteurs, socio-émotionnels, langagiers, perceptifs, moteurs et exécutifs, que j'ai cités au-dessus, avec pour conséquence des troubles de la communication, de l'interaction sociale, de l'adaptation du comportement à l'environnement. Dans le trouble du spectre de l'autisme, il existe une grande variabilité clinique de la sémiologie autistique, du fait de l'âge. On ne va pas avoir le même trouble chez l'enfant, chez le petit enfant que chez l'adolescent, du fait du sexe, de la présence ou non d'une déficience intellectuelle et de la présence ou non de troubles associés. J'en parlerai plus tard. Il n'y a donc pas un autisme, mais plusieurs autismes, et c'est pour cette raison que l'on parle de trouble du spectre de l'autisme. Le profil des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme est évolutif. C'est-à-dire que l'enfant peut régresser, stagner ou s'améliorer, voire sortir du trouble du spectre de l'autisme pour évoluer vers un autre trouble du spectre neurodéveloppemental. Donc, le trouble du spectre de l'autisme a des origines multifactorielles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause à l'autisme, mais plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'apparition d'un trouble du spectre de l'autisme, notamment des facteurs génétiques, biochimiques ou environnementaux. Alors, le trouble du spectre de l'autisme touche 1% de la population générale. Une étude de 2017 a montré que le sexe ratio n'était plus de 4 garçons pour une fille, mais de 3 garçons pour une fille. On observe donc une nette différence entre les garçons et les filles. Néanmoins, il faut savoir que les filles sont plus difficiles à diagnostiquer et actuellement, elles sont sous-diagnostiquées. Alors, si on fait un peu d'histoire, le trouble du spectre de l'autisme a été décrit pour la première fois par Leo Kanner en 1943, qui parlait, lui, d'autisme infantile précoce, avec l'aloness, qui a décrit comme isolement social de l'enfant, et le Sam Ness, le besoin d'immuabilité, qu'il a commencé à décrire et à observer chez certains enfants. En 1944, Hans Asperger décrit des garçons asociaux avec un développement hétérogène et des îlots de compétences. Ça deviendra plus tard le syndrome d'Asperger.
Les concepts évoluent. En 1994, le DSM-4 parle de troubles envahissants du développement. Ce trouble envahissant du développement comprend 5 diagnostics différents: le trouble autistique, le trouble désintégratif de l'enfance, le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, le trouble envahissant du développement non spécifique. Puis, dans le DSM-5, on va parler plutôt d'un continuum entre tous ces troubles et on va les rassembler dans un trouble du spectre de l'autisme. Donc on va parler plus d'un d'autisme, de troubles autistiques, de troubles d'Asperger, de troubles désintégratifs de l'enfant, mais plutôt du trouble du spectre de l'autisme. Il n'y aura plus qu'un diagnostic. Alors, maintenant on va parler des critères diagnostiques. Selon les critères du DSM-5, le tableau complet d'un trouble du spectre de l'autisme se caractérise par des troubles de la communication sociale, donc c'est-à-dire un déficit persistant de la communication, des interactions sociales observées dans différents contextes, plus des comportements stéréotypés et intérêts restreints avec plus ou moins des particularités sensorielles. Alors, qu'est-ce que c'est le trouble de la communication sociale? Donc, il se caractérise par un déficit de la réciprocité émotionnelle. L'enfant va se montrer indifférent à l'autre, ne va pas partager un jeu ou un plaisir. Il ne va pas être capable d'entrer en communication avec l'autre, de maintenir et de développer cette communication. On observe un déficit de la communication verbale et non verbale avec des regards sous-utilisés et une mauvaise compréhension des codes sociaux. Dans la deuxième partie, dans la deuxième dia diagnostique, on parle de comportements stéréotypés et intérêts restreints, c'est-à-dire que l'on va observer des maniérismes des mains ou d'une partie du corps, donc torsion des mains, balancement, tournoiement, sautillement. On va observer aussi une utilisation répétitive des objets avec un intérêt envahissant pour une partie de l'objet, par exemple les roues d'une petite voiture. Voilà. Il y a aussi un langage atypique qui peut être repéré avec des répétitions de mots, de phrases, c'est ce qu'on appelle l'écholalie. On observe en plus un besoin d'immuabilité, une intolérance au changement et aux transitions qui peuvent générer des angoisses, voire des troubles du comportement. Au niveau sensoriel, on peut observer une hypersensibilité, une hyposensibilité ou des recherches de stimulation dans les 5 sens. Par exemple, on peut observer une hypersensibilité auditive, des flairages, des recherches de stimulation visuelle, une irritabilité tactile ou encore une sélectivité alimentaire au goût, aux couleurs ou aux textures. Dans les troubles associés du TES, du trouble du spectre de l'autisme, on rencontre très fréquemment un handicap intellectuel à 70%, les troubles du comportement, alors soit un déficit de l'attention avec ou pas hyperactivité, de l'agressivité, il y a aussi des troubles du sommeil, des troubles somatiques, constipation, obésité, maladie auto-immune, tout ça, ça fait partie des troubles somatiques rencontrés. On observe aussi souvent de l'épilepsie, des troubles des apprentissages, donc tous les troubles 10, les troubles psychiatriques, troubles anxieux, troubles de l'humeur, les troubles sensoriels et les maladies génétiques. Donc, les signes d'alerte, quels sont-ils? Avant l'âge de 18 mois, l'enfant, les signes d'alerte, c'est un enfant trop calme ou au contraire trop colérique. Il peut présenter une perturbation du sommeil, des difficultés dans la diversification, un ajustement tonico-postural qui ne semble pas adapté et des explorations d'objets inhabituels. Autour de 18 mois, on peut observer un déficit de l'attention et de la réactivité sociale, un retard engagé au niveau réceptif et expressif, une absence de jeux sociaux imitatifs et symboliques et des recherches de sensations sensorielles. Après 18 mois, au-delà, on observe les mêmes symptômes que je vous ai cités au-dessus.
Alors, la démarche diagnostique, quelle est-elle? Elle va commencer par l'inquiétude des parents, des professionnels qui côtoient l'enfant, par exemple la puéricultrice, la psychologue de la crèche, l'orthophoniste, les professeurs, etc. Mais aussi les médecins de PMI scolaires ou médecins traitants. Les inquiétudes concernent les signes d'alerte, mais aussi la présence d'un trouble du spectre de l'autisme dans la fratrie. Donc, lorsqu'il y a des inquiétudes, la démarche va être d'orienter vers une consultation médicale réalisée par le médecin qui assure le suivi de l'enfant. Là, il va pratiquer un examen approfondi de l'enfant et prescrira un bilan ORL et ophtalmo pour éliminer les diagnostics différentiels. Si les inquiétudes sont fondées et en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme, il va orienter l'enfant vers une consultation spécialisée au CMP, CMPP, CAMPS ou l'équipe d'accompagnement de Tours. Lors de la consultation spécialisée, le médecin pose le diagnostic et prescrit un bilan développemental et fonctionnel, qui peut se composer d'un bilan psychomoteur, orthophonique et cognitif. Le bilan fonctionnel va permettre de connaître les points faibles et les points forts de l'enfant pour adapter le projet de soins. Les soins sont donc personnalisés en fonction du bilan fonctionnel. Donc, les soins, comme je viens de le dire, sont personnalisés. L'intervention doit être précoce, si possible. L'HAS recommande de mettre des soins en place avant l'âge de 4 ans. Pourquoi le plus précocement possible? Parce que les phases précoces du développement sont caractérisées par une forte plasticité cérébrale qui facilite l'efficacité de la prise en charge. Les soins doivent être global et coordonnés, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre en compte l'environnement scolaire et l'environnement familial de l'enfant et les différents lieux de soins. En effet, les soins ont pour rôle de suivre l'évolution de l'enfant, d'apporter un soutien aux parents et de prendre en charge les problèmes somatiques, par exemple troubles de sommeil, constipation. Les soins doivent être fondés sur des approches éducatives et comportementales et ou développementales. L'HAS recommande certaines approches et recommande de réévaluer régulièrement le développement de l'enfant et son état de santé. Donc, les approches recommandées par l'HAS sont la méthode ABA, qui est plutôt une approche comportementale, le programme de Denver, une approche développementale et comportementale, et la TEACH, Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicap Children. Surtout, nous, on pratique la thérapie d'échange et de développement, une thérapie autorisée par l'HAS. C'est une approche développementale qui vise à améliorer la communication sociale de l'enfant. Dans la thérapie d'échange et de développement, on va placer l'enfant dans un environnement épuré, sans stimuli sensoriels, et on va le mettre en situation pour que la communication sociale puisse émerger. Alors, afin de parler un petit peu des soins qu'on peut proposer en équithérapie, l'équithérapie présente l'avantage de travailler sur différentes fonctions et va solliciter différentes fonctions telles que la communication, donc travailler l'ajustement à l'animal, l'attention à l'autre, la réciprocité émotionnelle, va travailler la perception, améliorer l'intégration sensorielle, la motricité, travailler sur la posture, les praxis fines, la motricité générale et au niveau socio-émotionnel, la régulation des émotions. On peut ajouter aux soins et aux thérapies que je viens d'énoncer un petit groupe d'habilité sociale afin que les enfants avec TSA interagissent davantage entre eux. En fonction du bilan fonctionnel, un soin orthophonique pour favoriser et développer le langage oral, la communication sociale, un soin psychomoteur pour travailler la motricité, la régulation émotionnelle
la coordination et, si nécessaire, un soin psychologique si l'enfant a des troubles associés, est très inhibé, etc. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le trouble du spectre de l'autisme fait partie des troubles du neurodéveloppement, que la clinique est variable, et que ce qui rend le diagnostic difficile, qu'il n'y a pas qu'une cause, mais plusieurs facteurs qui peuvent interagir et être en cause dans le trouble du spectre de l'autisme. Le diagnostic est clinique à partir d'une diade diagnostique selon les critères du DSM-5. Le projet de soins est personnalisé, global, coordonné et précoce et doit être réévalué régulièrement par l'équipe soignante. Voilà, merci.